En avril 2010, Anthony Muiruri, alors âgé de 9 ans, disparaît de son quartier à Dagoretti, une banlieue ouest de Nairobi, au Kenya. Ce n'est qu'en juin 2010, soit près de 2 mois après sa disparition, qu'ils vont retrouver son corps en état de décomposition avancée. Le 5 juin 2010, la police va arrêter un suspect, Philippe Onyancha, 32 ans, qui en l'espace d'une journée va avouer avoir tué près de 20 femmes et enfants pour leur sang. Écoutez-moi, écoutez tous. Hey guys, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Charline et je vous souhaite officiellement la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors guys, vous avez remarqué, j'ai un peu changé. J'expérimente. J'ai un peu aussi changé le déroulé de mes vidéos. J'ai rien inventé, hein, ça se fait sur YouTube. Mais donc, guys, aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle thématique qui s'inscrit toujours dans les frais d'horreur. On va y venir. Mais avant ça, je tiens à m'excuser de ne pas avoir pu sortir cette vidéo à temps pour dimanche parce que ce sujet m'a donné du fil à retordre. Déjà, il y avait des documentaire en Swahili et moi je ne parle pas Swahili, donc j'ai dû trouver de l'aide et j'en ai trouvé, et 2 magnifiques personnes m'ont aidé à traduire ces documentaires et je tiens à vous remercier les filles. Et d'ailleurs, petite parenthèse guys, j'ai besoin de vous pour soutenir l'une d'entre elles parce que sans elles, il n'y aurait pas de vidéo ou alors j'aurais bâclé le travail. Mais donc, je vais aujourd'hui vous parler d'une entreprise que détient Caroline qui s'appelle Two Sisters Kenya, et c'est une entreprise en fait qui produit des bijoux traditionnels kenyans. Et moi j'adore ça, moi j'ai des claquettes que j'ai achetées quand j'étais en escale au Kenya parce que j'aime trop tout ce qui est un peu black owned business, tout ce qui est traditionnel, j'adore ça, donc j'en ai un et je compte même pour soutenir son entreprise parce que son entreprise emploie des personnes en précarité et 50% des recettes sont versées à des associations locales. Donc s'il vous plaît, allez donner de la force à Caroline. Je vous mets son compte Instagram juste là et donnez-lui de la force. Elle vient de commencer et notre sœur a besoin de nous, donc soutenez-la. Ceci étant dit, guys, l'affaire, le sujet d'aujourd'hui mêle à la fois du true crime et du paranormal. Je vais vous parler du premier tueur en série qui a choqué la nation kenyane tout entière. Donc pour commencer, nous allons nous intéresser au background de Philippe Onyancha, c'est-à-dire son enfance, sa scolarité, sa vie privée. Donc faisons un petit retour dans les années 70. Philippe Ondari Onyancha est né en 1978 dans une ferme située à Kericho, à l'ouest du Kenya. Fils de Samuel et d'Esther Onyancha, Philippe est le plus jeune d'une famille assez nombreuse. Il est décrit par sa mère et ses professeurs comme étant un élève brillant, promu à un très bel avenir, et sa mère va même rajouter que Philippe était celui dont elle s'occupait le plus et en qui la famille voyait vraiment une amélioration dans l'avenir. Genre qu'il allait s'occuper de sa famille en gros. Cependant, lui, il va avoir une toute autre version. Lors d'un interview sur une chaîne locale KTN News, il confiera qu'il aurait été abusé par sa nourrice lorsque ses parents n'étaient pas là. I was sexually abused by my nanny, the lady who used to take care of me when my parents were away. Cependant, il y a d'autres versions dans divers autres articles où Philippe aurait confié qu'il aurait été même molesté par un ouvrier de sa maison lorsque ses parents étaient absents. Donc ça a un peu perturbé son esprit et sa vision de la vie et qui lui a fait croire en fait qu'il pouvait obtenir tout ce qu'il voulait en utilisant tout simplement la force. I never was brave to face up a girl, but due to the crooked perception that I got from the sexual abuse, I was like, now, when you want something, you don't have to follow the channel that is needed. You just go shortcut it and you get it. Use force, use whatever. Donc il y a très peu d'informations sur son enfance, il est assez discret là-dessus. Tout ce que je vais vous détailler ici en fait sont basés sur ses déclarations à lui. Donc
il faut être assez prudent dans la véracité ou non des choses et je vais beaucoup utiliser le conditionnel parce que c'est une affaire qui est toujours en cours. Ce que je vais détailler ici aussi, en plus des confessions de Philippe, ce sont aussi les confessions de son entourage de près ou de loin. Philippe Onyancha a fréquenté l'école primaire dénommée Shanghai. Plus tard, il a été admis au lycée Kenyatta Mahiga à Nyeri, situé à peu près 300 km de son village. C'est durant sa première année de lycée, en 1995, qu'il a forgé sa réputation de très bon élève, promu à un très bel avenir. Donc, il était enthousiaste, il participait aux activités extrascolaires et sportives. Philippe était très bien intégré. Et c'est au début de sa deuxième année de lycée qu'il va commencer sa spirale infernale. Il va être très violent avec les premières années et ses camarades de lycée les plus vulnérables. Il aurait même été accusé d'avoir pratiqué des actes de pénétration. J'ai pas envie d'être démonétisée. Derrière, par un élève de première année. Et malgré une enquête, en fait, l'administration n'a pas pu établir la véracité des allégations. Du coup, ils ont abandonné ces accusations. Donc, il a été, bien sûr, suspendu. Et après avoir été suspendu pendant 2 semaines, il est revenu. Mais lorsqu'il était revenu, il n'était plus lui-même, en fait, il a complètement changé. Un de ses profs ira même jusqu'à dire qu'il n'était plus qu'une pâle version de lui-même. Et aussi, des rumeurs vont commencer à circuler dans le lycée tout entier, selon lequel un culte satanique existerait au sein de ce lycée. C'est pas un lycée normal, en fait, c'est un internat, en fait. Donc, en dépit de son changement de comportement, il a quand même réussi à avoir son diplôme à la fin de ses 4 années d'études en 1998. Mais il n'est jamais venu récupérer son diplôme et il a préféré même repasser l'examen dans une autre école et là il a obtenu son diplôme. Donc après avoir terminé le lycée, il a préféré arrêter là. Il n'a pas voulu entamer des études supérieures à l'université. Il a préféré directement en fait entrer dans la vie active. Tout de suite en sortant du lycée, il est parti vivre dans un village à côté de sa famille, mais il a dû très vite partir à Nyeri, donc là où se trouve son lycée secondaire, car il aurait été accusé d'avoir tenté d'agresser une voisine. Je cherche les mots à chaque fois, mais voilà quoi, tenter d'agresser en enlevant les vêtements et etc. Mais il va nier tout ça en bloc. D'après lui, la véritable raison pour laquelle il a quitté son village, c'est parce qu'il entendait des voix qui d'ailleurs il entendrait depuis le lycée et qui se sont intensifiées avec le temps et qui le poussaient, selon lui, à commettre des décisions irréfléchies, voire même à commettre des meurtres. À la fin des années 90, Philippe a donc préféré directement entrer dans la vie active plutôt que d'aller à l'université, comme je vous le disais. Il a obtenu un emploi en tant qu'agent de sécurité chez G4S, donc c'est une entreprise internationale de sécurité. Et au milieu des années 2000, il s'était même marié avec Lydia Onyancha. Donc après leur mariage, ils ont déménagé à Nairobi. Ils ont quitté donc Nyeri et ils sont partis à Nairobi, dans une petite maison d'une chambre avec des membres de la famille de sa femme et les 2 enfants de Lydia, dont l'un était le fils de Philippe Onyancha et de Lydia, qui était né en 2008. Alors que le fils n'était qu'un nourrisson, Lydia, elle a commencé à remarquer que les agissements de son mari étaient très étranges. Il rentrait souvent très tard et traînait avec des inconnus. Le voisinage a déclaré également plus tard que son comportement était très étrange, voire même très brutal. Une fois, il avait coupé le disjoncteur principal de tout le quartier où il vivait et en réponse aux plaintes des voisins, il avait menacé ses voisins d'engager quelqu'un pour les tuer. Du coup, ils ont eu peur de lui et il ne se plaignait plus lorsqu'il faisait des choses injustes. Désolée si j'écorche la façon de prononcer. Donc, nous allons commencer par Catherine Chelangat, qui a disparu le 2 novembre 2008. Elle avait 32 ans, elle était mère d'un enfant et elle vivait dans la banlieue de Karen à Nairobi. La nuit de sa disparition,
vers 21h, elle a dit à un de ses parents qu'elle allait se rendre chez son frère et dormir là-bas. Sauf qu'elle n'est jamais arrivée à bon port. Après plus de 3 mois de recherche, sa famille va recevoir un appel très étrange. La personne au bout du fil exige de la famille une somme de 30 000 shillings en échange de Catherine. Donc ça équivaut un peu en euros à 250 et quelques euros. Mais ayant des difficultés financières, la famille n'a pas pu payer et a demandé un peu plus de temps en fait pour pouvoir réunir la somme et payer les ravisseurs. Finalement, les ravisseurs ont demandé 15 000 shillings à la famille. Cette rançon devait être payée via M-Pesa, qui est un programme de transfert d'argent au Kenya. Mais malgré le paiement, Catherine n'est jamais revenue. En effet, on découvrira plus tard qu'elle était décédée bien des mois auparavant, si ce n'est le soir de sa disparition. Jacqueline Chepngetich Missoy. Le 2 juin 2008, le corps sans vie de Catherine a été découvert par la police et son demi-frère à son domicile, au mont Kenya, le long de la route de Kombo Munyiri à Nairobi. Elle a été découverte pendue dans sa salle de bain avec un foulard. L'autopsie révélera par la suite que la date du décès remonte au 30 mai 2008. Lors du procès de Philippe Onyancha, 14 témoins sont passés à la barre. Ici, je vais vous citer que 3 d'entre eux. La nuit du 30 mai 2008, un agent de sécurité appelé Guichou, donc c'est le témoin, remplaçait son collègue qui avait une urgence chez lui. Donc Guichou, lui, il avait pour obligation de fermer le portail de la résidence du mont Kenya de 23h à 4h du matin. Mais cette nuit-là, vers 2h du matin, il va apercevoir un homme descendre les escaliers de la résidence et il reconnaîtra cet homme comme étant Onyancha. Onyancha va lui demander d'ouvrir le portail pour sortir un petit peu et vers 3h du matin, il revient à bord d'une voiture rouge, accompagné d'un chauffeur. Les deux sont montés à l'étage et quelques minutes plus tard, ils sont redescendus avec une valise noire qui semblait être très lourde. Donc l'agent de sécurité ouvre le portail et les laisse partir. Un autre témoin, lui, va dire que la veille du meurtre, un autre gardien, donc du nom d'Evanson, était venu déposer un reçu en fait de paiement du loyer de Jacqueline. Et par sa fenêtre, il l'a vue en compagnie d'Onyancha, tout en précisant que c'était pas la première fois qu'il la voyait avec elle. Et maintenant, le témoignage de son demi-frère à Jacqueline, il s'appelle Bill Onyango et il a déclaré que le 29 mai 2008, il a reçu un appel de sa demi-sœur vers 21h en utilisant un autre numéro pour lui dire qu'elle traînait avec un ami du nom de Philippe. Le 30 mai, Bill donc décide de rappeler sa sœur par son téléphone, mais il était éteint. Il décide d'aller chez elle, mais là encore, personne ne l'ouvre. Le 1er juin, il réessaye et demande même au gardien sur place s'il avait les doubles des clés, mais le gardien a répondu que non. Donc après, les deux décident d'essayer d'ouvrir sa fenêtre, mais comme il faisait trop noir dans la maison, ils n'ont rien vu. Suite à ça, il va tenter de rappeler le numéro avec lequel sa sœur l'a appelé la veille du 30 mai, donc le 29. Là, il va demander à son interlocuteur s'il s'appelait bien Philippe. Et la personne au bout du fil a répondu que oui. Et il a demandé où était sa sœur si jamais il l'avait vue. Et la personne au bout du fil qui s'appelle Philippe a dit que non. Que la dernière fois qu'il l'avait aperçue, c'était le 29 mai quand ils étaient ensemble. Et depuis, il l'a plus revue. Enfin, le 2 juin, le demi-frère décide d'aller voir la police pour signaler la disparition de sa sœur. Donc, ils se sont rendus à la maison et ils ont défoncé la porte. Et là, ils vont faire la macabre découverte du corps de Jacqueline accompagnée d'une note de suicide que je vais vous lire. J'avais des dettes, mais j'en ai effacé en vendant toutes mes affaires. Au revoir. Désolée, c'est la fin pour moi. Au moins, je repose en paix maintenant. Désolée, ça a été difficile pour moi. Mais de toute façon, j'ai eu un dernier moment pour moi. Ne blâmez personne. C'était moi. Je me suis amusée avec un ami avant de décider toute seule de mettre fin à ma vie. Pardonne-moi papa, Carole, Deno et Marc. Samuel Wanyoni.
En juin 2009, un garçon du nom de Samuel a déménagé chez sa tante à Nairobi parce qu'il avait intégré une école prestigieuse de la région. Mais après seulement 3 mois dans cette ville, Samuel a disparu. 3 jours se sont écoulés et une lettre a été déposée sur le pas de la porte de sa tante. Dans cette lettre, le ou les ravisseurs demandaient l'envoi de 40 000 shillings par le biais de M-Pesa en échange du petit Samuel. Malheureusement, la famille ne pouvait pas payer la somme. Une deuxième lettre est alors arrivée, accompagnée de quelques vêtements du petit Samuel. Cette fois-ci, le prix de la rançon a été revu à la baisse, donc ils ont demandé 10 000 shillings. Mais là encore, la famille n'a pas pu ou n'a pas voulu payer la somme. Et de là, les lettres avaient cessé ainsi que les appels téléphoniques. Cependant, la famille, accompagnée d'une foule de volontaires, dont Philippe Onyancha, vont organiser des recherches pour essayer de retrouver Samuel. Et là, Onyancha a même dit à la famille que l'écriture sur les lettres manuscrites des ravisseurs ressemblait à celle d'une femme. Maintenant, passons à la 4e victime qui s'appelle Hélène Nyambura. En janvier 2010, le corps d'Hélène Nyambura, travailleuse du sexe, a été retrouvé dans la chambre d'un bar-restaurant, le Rwambogo à Thika. Son corps avait été laissé là depuis plusieurs jours avant d'être découvert. On apprendra plus tard des aveux d'Onyancha qu'il était venu voir le corps d'Hélène près d'une 12aine de fois. Il était même présent dans un attroupement à l'extérieur lorsque la police a enfin fait la découverte du corps. La conclusion de la police à l'époque, c'était que la victime serait morte d'un choc épileptique au vu de la mousse blanche qui sortait de sa bouche. Et maintenant, passons à l'autre victime, Jacqueline Wambui. Le 2 février 2010, Jacqueline Wambui, alors âgée de 25 ans, rencontre un client avant de se rendre dans un motel bon marché du quartier de Thika. Elle y connaîtra malheureusement un destin macabre. Son corps sera retrouvé malheureusement le lendemain matin, dénudé et avec le cou brisé. Margaret Nduta, mère de la victime, dit qu'elle se souvient très bien du dimanche où sa fille a quitté la maison pour aller trouver du travail, mais elle n'est jamais revenue. Prochaine et dernière victime, en tout cas connue aujourd'hui, Anthony Muiruri. En avril 2010, Anthony Muiruri, 9 ans, disparaît de son quartier de Dagoretti, dans la banlieue ouest de Nairobi. Plusieurs semaines après sa disparition, sa famille va recevoir une lettre de rançon. Contrairement aux autres familles des victimes précédentes, celle d'Anthony pouvait payer. Donc, elle va suivre les instructions et payer la rançon via M-Pesa. Cependant, ce que les ravisseurs ignorent, c'est que cette rançon va être tracée par la police. Au début du mois de juin 2010, soit près de 2 mois après la disparition d'Anthony, les policiers vont malheureusement faire la macabre découverte. Son corps était déjà en état de décomposition avancée et ils ont trouvé son corps dans la forêt de Lenana à Dagoretti. Donc il était décédé pas loin de son quartier. Ce qui supposerait qu'il aurait été tué peu de temps après sa disparition. Sur la scène de crime, les policiers vont découvrir un téléphone portable à côté du corps. Ce téléphone va leur permettre de remonter jusqu'à Philippe Onyancha. Et ils ont pu déterminer que l'écriture sur la lettre de rançon n'était autre que celle d'Onyancha lui-même. Le 5 juin 2010, Philippe Onyancha va être arrêté par la police car il est suspecté dans le meurtre d'Anthony Muiruri. En l'espace d'une journée, l'homme de 32 ans va avouer avoir tué pas moins de 20 femmes et enfants. Le chiffre exact de ces victimes reste assez flou. Le suspect lui-même, en fait, au moment de ses aveux en tout cas, penche plutôt pour 19 personnes, mais lui-même n'est pas sûr. Since you started this in 1996, Yeah, that's when I was in Seattle. how many people have you killed since then? Can't just recall, but I think the number is 19. 19. Yeah. En tout cas, dans plusieurs articles de presse et au niveau des autorités, le nombre des meurtres serait d'au moins 17 personnes, donc femmes et enfants. Au cours de son interrogatoire, Onyancha a livré sa version des faits. Comment cet enfant, promu à un bel avenir, est devenu le tueur en série buveur de sang qui a choqué le Kenya
tout entier. D'après lui, tout a commencé durant son enfance, souvenez-vous, après les abus qu'il aurait subis. Ces événements ont provoqué des traumatismes chez lui. Hormis les accusations d'agression sur un élève de première année qui n'ont jamais été fondées, le comportement d'Onyancha a surtout empiré en 1996 au lycée Kenyatta Mahiga. Durant sa 2e année, il va entretenir une relation malsaine avec sa professeure de religion chrétienne, Elizabeth Wambui Kimani. Selon lui, elle l'aurait enrôlé dans une secte satanique contre son gré. Souvenez-vous des rumeurs qui couraient dans tout le lycée. Il y avait aussi une autre rumeur qui circulait à cette époque sur sa professeure même. Elizabeth Wambui Kimani aurait des relations trop proches physiquement avec ses élèves. Vous voyez ce que je veux dire? Mais n'ayant pas de preuves, l'administration du lycée n'est pas allée plus loin dans cette enquête. Sur le culte satanique, Onyancha va révéler aux enquêteurs que Wambui aurait développé une obsession malsaine sur lui. Comme il était préfet de classe, déjà, ils étaient amenés à se voir souvent pour, faire des comptes rendus, etc. Mais Wambui, elle a commencé à l'inviter chez elle, où elle lui offrait de la nourriture et des boissons, mélangées, semblerait-il, à des ingrédients inconnus et à des concoctions impliquant donc qu'Onyancha aurait été droguée. Elle aurait été jusqu'à lui lacérer la poitrine pour lui prendre un peu de son sang et elle aurait mis une sorte de poudre qui ressemble à de la cendre noire sur la plaie ouverte. Toujours selon Onyancha, Elizabeth aurait pris possession de son corps par le biais de rituels de magie noire, le forçant à sortir et à commettre l'irréparable. Il prétend aussi qu'après avoir accepté de rejoindre la secte, il a été diplômé automatiquement. On sait désormais pourquoi est-ce qu'il n'est jamais allé chercher son diplôme. Il affirme aussi qu'elle faisait irruption dans ses rêves pour lui dire quoi faire et que son emprise n'a cessé d'augmenter avec le temps. C'est en 2006 que son emprise aurait atteint son paroxysme, car selon Onyancha, elle l'aurait forcé à tuer 100 personnes pour pouvoir être pleinement intégrée dans la secte satanique. Selon lui, il y avait des échelons par lesquels il fallait passer. Et pour passer au niveau suivant, il devait tuer beaucoup de gens et rencontrer le chef du culte. To reach the maximum number of people. So the target was 100. Donc selon Onyancha, le plus difficile serait de réussir à serrer la main des victimes. Car c'est en serrant la main de ces victimes en fait qu'il arriverait à faire baisser la garde à ces personnes-là et à pouvoir les contrôler. Elles sont plus dociles quand il arrive à établir un contact par le biais de leurs mains. Grâce au pouvoir maléfique en fait que lui aurait confier la secte. Une fois ce contact établi, il peut faire ce qu'il veut de ses victimes. Il a affirmé même que les esprits en fait le guidaient vers ses victimes et qu'une fois qu'il les aurait abattus et consommé leur sang avec succès, il serait récompensé par de la chance et de l'argent. Bien qu'Onyancha affirme n'avoir jamais vu les autres membres de la secte, il avoue avoir eu des complices dans les enlèvements. Il s'agit de Tobias Nyambuhanga Aradi et de Douglas Obiero Makore. Donc, ils ont été arrêtés peu après les aveux d'Onyancha pour leur implication dans un réseau d'enlèvement. En juin 2010, Elizabeth Wambui, alors âgée de 40 ans, est arrêtée par la police. Elle a été maintenue en détention les 2 semaines suivantes et le 24 juin, elle est accusée d'avoir fait prêter un serment illégal à Philippe Onyancha à l'école secondaire de Kenyatta Mahiga en 1996. Serment qui aurait engagé Onyancha à commettre un meurtre lorsqu'il serait appelé à le faire. Elle a toutefois nié ces accusations. Au cours de sa détention, les forces de l'ordre ont déclaré, entre autres, qu'Elizabeth n'était pas très communicative et que par moments, elle était même sur la défensive. Elle a même nié avoir connu Philippe Onyancha, alors que la police a pu établir un lien entre les 2 personnes. Un fonctionnaire de police ira jusqu'à dire qu'il n'avait pas progressé et qu'il allait à son rythme parce qu'elle semblait perturbée et que parfois elle choisissait plutôt de se taire, de garder le silence. Avant de voir concrètement le déroulement des procès de Philippe Onyancha, on va d'abord
aborder le procès d'Elizabeth Wambui, qui est assez rapide. Donc son procès s'était déroulé en septembre 2011. Et le vent a tourné en sa faveur lorsque Philippe a témoigné à la barre. Il avait témoigné que ses déclarations antérieures sur Elizabeth Wambui étaient toutes fausses. Elle a été de ce fait acquittée. Concernant maintenant les procès d'Onyancha, c'est très compliqué, donc essayez de suivre, guys. Concernant maintenant les procès d'Onyancha, le plus significatif concerne avant tout sa tentative d'agression et de viol sur la personne de Teresia Kwamboka dans la forêt de Lenana le 16 février 2009. Forêt de Lenana, souvenez-vous, il y a peut-être un lien avec la disparition de Anthony Mwiruri parce que c'est la même forêt. En 2010, le tribunal de Kabira l'a condamné à une peine d'emprisonnement de 10 ans pour tentative de viol et de 2 ans pour agression. Il purgera ces 2 peines à la prison de haute sécurité de Kamiti. Maintenant, concernant les affaires de meurtre, c'est une toute autre histoire. Déjà, le ou les affaires sont toujours en cours, comme je vous disais, et ça traîne depuis plus de 10 ans. Donc c'est très complexe et j'ai essayé de résumer ça du mieux que j'ai pu. Déjà de 1, sur ces 19 meurtres présumés, il n'y a aujourd'hui que 3 affaires qui ont été amenées devant le juge. C'est uniquement sur l'affaire concernant Anthony Mwiruri qu'Onyancha est jugé avec ses 2 complices, donc Tobias et Douglas. Concernant le cas du procès d'Anthony Mwiruri, le juge de première instance, Monsieur Ambija, avait rendu une décision en vertu de l'article 166 du Code de procédure pénale kényan en 2010. Donc cet article, il est utilisé normalement lorsque la preuve de l'aliénation mentale de l'accusé est prouvée, ce qui n'était malheureusement pas le cas ici. Du coup, en 2018, soit 8 ans après cette décision, un autre juge se saisit de l'affaire, c'est Monsieur Wakiaga. Et lui, en fait, il va relever cette erreur judiciaire et il va donc annuler la décision et renvoyer l'affaire devant un autre juge. Donc, tout ce qui a été vu il y a 8 ans, tout a été annulé et là, on repart à zéro. Ce qui nous emmène donc au procès du 8 juillet 2021. Et cette fois-ci, c'est la juge Jessie Lessit qui se saisit de l'affaire. Et le procès commence avec celui de Jacqueline Chepngetich Missoy. Donc pour rappel, il s'agit de la femme qui a été retrouvée par son demi-frère et la police pendue dans sa salle de bain. Et dans ce procès, Onyancha a nié les accusations portées contre lui et le plus surprenant, c'est qu'il a été acquitté de ce meurtre. La juge a déclaré que la police aurait dû analyser une tache de sang qui a été découverte sur la porte de la scène de crime, chose qu'ils n'ont pas fait. Alors que selon la juge, et ce qui est logique, c'est que cette tache de sang aurait pu être la clé pour déterminer si Jacqueline s'était suicidée ou non. Elle a aussi jugé que l'accusation n'avait pas produit de preuves suffisantes pour pouvoir condamner Onyancha et le relier au meurtre. D'ailleurs, lors de l'autopsie du corps, les médecins légistes n'ont pas pu déterminer s'il s'agissait d'un suicide ou d'un meurtre. Donc, ils ont conclu que la cause du décès, c'était l'asphyxie due à la compression du cou par une ligature. D'ailleurs, aucune marque de morsure, en fait, n'a été trouvée ni sur le cou de la victime, ni ailleurs sur son corps. Donc, ils ne pouvaient pas dire s'il y avait eu succion de sang. Donc, Onyancha était acquitté du meurtre de Jacqueline, mais il reste encore 2 autres procès à venir, notamment celui d'Anthony avec ses 2 complices et un autre où il sera jugé seul. Et concernant les autres meurtres, il y en a encore quand même 15 à peu près, sauf si les chiffres vont encore changer d'ici là. Donc concernant ces autres meurtres, c'est le flou total malgré le fait qu'Onyancha ait conduit les autorités à travers le pays pour découvrir les restes des corps des victimes. Je ne suis pas psychologue, psychiatre. Je vais me baser sur un bouquin que j'ai trouvé sur un article web. Donc voilà quoi, juste pour émettre des hypothèses et pour nous amuser un peu à décortiquer tout ça. Donc, il y a un écrivain dénommé Stephen Eger dans son bouquin intitulé The Killers Among Us, donc les tueurs parmi nous, qui va émettre des hypothèses, enfin des points en fait, si vous voulez, une sorte de grille pour conduire à définir un tueur en série. Numéro 1, le nombre de victimes, donc 3 ou 4 victimes espacées dans le temps. Dans le cas d'Onyancha, il aurait avoué avoir assassiné au moins 17 femmes et enfants, ou 19, ou 20.
On ne sait pas encore vraiment les chiffres exacts, mais voilà. Donc deuxième point, en général, ils ne connaissent pas personnellement leurs victimes. Dans le cas présent, Onyancha ne connaissait pas les victimes présumées. J'essaie d'être prudente parce que je vous dis l'affaire est encore en cours, donc on ne sait pas. Donc c'est assez random, c'est assez aléatoire en fait. Ils les connaissent pas, ça vient sur un coup de tête comme ça, une envie. Troisième point, ils ont toujours besoin de dominer leurs victimes. C'est pourquoi ils vont toujours s'attaquer à plus faibles qu'eux, femmes, enfants, personnes âgées. Et dans le cas d'Onyancha, c'est ce qu'il aurait fait. Quatrième point, les meurtres ont rarement pour mobile le matériel ou le profit. Le mobile du meurtre est plutôt psychologique. C'est plutôt un désir d'ôter la vie, même s'il y a des exceptions. Ici, c'est assez mitigé en fait, parce que ce qu'on sait, c'est que les victimes ont été assassinées avant la demande de rançon, mais il y avait quand même une demande de rançon. Dans cette première hypothèse, il y a vraiment un désir de tuer. Et dans le cas où la secte satanique existerait vraiment, le profit serait la chance et plus tard la richesse. Donc là, il y a un mobile matériel. Mais dans ce cas précis, en fait, ça ne tient pas la route, en fait, dans le cas de la secte, parce que ça signifierait, en fait, qu'il aurait été manipulé à tuer et c'était contre son gré et que ça ne venait pas de lui. Donc c'est juste des hypothèses, à vous de vous faire vos idées. Cinquième point, la victime peut avoir une valeur symbolique. Par exemple, Ted Bundy. Lui, en fait, il ne choisissait que des étudiantes brunes avec des longs cheveux qui lui rappelaient en fait sa copine du lycée qu'il avait jetée en fait. Elle l'avait quitté et ça l'a brisé parce qu'il a été très très amoureux d'elle. Et dans le cas d'Onyancha, il semblerait que ces soi-disant crimes étaient plutôt random, comme je vous le disais, aléatoires. Tantôt des enfants, tantôt des femmes, on ne sait pas. Donc là, ça tient pas. Sixième point, beaucoup ont été abusés physiquement ou psychologiquement lorsqu'ils étaient petits. Dans le cas d'Onyancha, il aurait été, selon ses aveux, abusé par sa nourrice lorsqu'il était petit et aussi qu'il aurait été molesté par un ouvrier de la maison. Le septième point, il y a aussi la triade des symptômes. Donc la pyromanie, c'est-à-dire cette manie de vouloir brûler tout ce qu'on trouve, le sadisme envers les animaux ou le fait d'uriner au lit jusqu'à très tard. Ça, on ne sait pas parce que dans le cas d'Onyancha, il était très discret sur son enfance, donc on ne sait pas. Huitième point, les blessures à la tête qui sont communes apparemment à tous les tueurs en série. Dans le cas d'Onyancha, il avait une tumeur en fait à l'arrière de la tête, de la taille d'une orange. Mais à savoir si c'était à cause de ça qu'il entendait des voix ou qu'il a vrillé, ça non plus, on ne le sait pas. Et les évaluations psychiatriques qu'il a eues avant le procès ne mentionnaient même pas ça non plus apparemment. J'ai pas aperçu dans les documents que j'ai consultés. Neuvième point, l'intelligence de la plupart d'entre eux, qui serait supérieure à la moyenne. Si on se réfère au témoignage de sa mère et des professeurs, Onyancha était un très bon élève qui était promu à un très bel avenir. Il était brillant. Donc, on a répondu à l'hypothèse. Dixième et dernier point, la plupart d'entre eux sont fascinés par l'autorité en général. Donc certains vont par exemple travailler dans la police ou dans l'armée, d'autres vont devenir agents de sécurité. Et dans le cas d'Onyancha, il était agent de sécurité chez G4S. Sur l'aliénation mentale, il convient vraiment d'aborder ça parce que c'est important. Si on se réfère au droit anglo-saxon, la définition juridique de l'aliénation mentale, pour être retenue comme cause d'irresponsabilité pénale, doit répondre à 3 critères. L'absence de discernement, c'est-à-dire l'incapacité à distinguer le bien du mal. L'absence de discernement doit être permanent en fait, mais pas lié à une altération lorsqu'on consomme des psychotropes ou ce genre de choses. Ensuite, deuxième critère, ça doit résulter d'une maladie mentale. Et troisième critère, l'auteur de l'acte ignore la nature et le sens de ses gestes. Il ne se rend même pas compte qu'il est en train de commettre une infraction. Donc, dans le droit anglo-saxon, il est aussi dit que toute personne est présumée saine d'esprit jusqu'à preuve du contraire, de sorte qu'il appartient donc à l'accusé de prouver qu'il est aliéné mentalement. Dans le jugement d'Onyancha concernant le meurtre de Jacqueline pour lequel il a été acquitté, son évaluation psychiatrique médico-légale a conclu que physiquement il était apte à plaider, mais sur le plan mental, il souffrait d'un trouble de personnalité narcissique. Selon eux,
Il avait un sens exagéré de l'importance de soi, des fantasmes de succès, de pouvoir et de brillance illimitée, et la croyance qu'il était une personne unique. Il aurait des attentes irréalistes dans la vie et manquait d'empathie. Selon les experts, les personnes comme ça sont très intelligentes. Et comme il appartient à l'accusé justement d'apporter la preuve de son aliénation, Onyancha, il n'a pas contesté qu'il était apte à plaider et il s'était même empressé d'ajouter qu'il n'était pas fou et qu'il n'a jamais été fou de sa vie d'ailleurs. I was never insane, but I could hear voices. Donc est-ce que les tueurs en série sont tous fous? Pas forcément aux yeux de la loi. D'autant plus qu'il leur appartient d'apporter la preuve qu'ils sont fous. Mais alors vous devez vous demander, comme moi lorsque j'ai rédigé ce script, pourquoi est-ce qu'ils font ce qu'ils font? La majorité d'entre eux sont des psychopathes dépourvus d'empathie ou encore des sociopathes manipulateurs et narcissiques. Voire même les deux, comme ce serait le cas d'Onyancha. Ces individus en fait, ils ne peuvent pas se mettre à la place des autres. Ils sont dépourvus de sentiments. Mais malgré tout ce profil psychologique qu'on a essayé d'établir en fait pour essayer d'analyser comment il fonctionne, ce serait en fait trop simple de définir, de mettre tous les tueurs en série dans une case en cochant en fait en disant si une personne est sociopathe, elle va devenir tueur en série. Il y a des sociopathes et des psychopathes dans la société, dans notre vie autour de nous. Hein. Donc ils sont pas forcément prédisposés à tuer des gens. Ce n'est pas parce qu'on fait pipi au lit jusqu'à très tard, ou encore qu'on a été victime d'abus ou d'un coup sur la tête qu'on est prédisposé à devenir un tueur en série. Et encore heureux, en fait, là c'est juste une grille qu'il a établie en se basant sur plusieurs tueurs en série américains connus et d'essayer de déceler en fait les points communs de tout un chacun. C'est difficile d'essayer de, d'anticiper si une personne va passer à l'acte parce que elle répond à certaines conditions. C'est compliqué. Tous les éléments autour du cas Onyancha sont assez nébuleux pour l'instant. Sur la thèse de la secte, il faut savoir qu'il est lui-même revenu sur ses aveux. Selon lui, les accusations qu'il a portées vis-à-vis de sa professeure, Madame Elisabeth Wambui, étaient fausses. Et il est revenu même aussi sur ses aveux, comme quoi il buvait du sang en fait. I never drank anybody's blood. Donc, est-ce qu'il a fait ça parce qu'il avait eu peur des représailles? Car avant de revenir sur ses aveux, il disait dans un interview qu'il était mieux protégé en prison que dehors. Car s'il sortait, les membres de la secte allaient le tuer. Mais il faut aussi préciser qu'à l'époque, la population entière, en fait, en avait après lui. Il réclamait son sang et des gens voulaient même brûler sa maison. Sa femme a d'ailleurs dû fuir dans le village des parents de Philippe avec son fils parce qu'elle avait peur pour sa vie et la vie de son enfant. Ce que l'on sait, comme je vous l'ai dit, c'est que l'affaire est toujours en cours et il est peu probable, en fait, que cette affaire soit résolue rapidement dans les années à venir, en fait. Enfin, si, ça sera résolu dans les années à venir, mais rapidement, moi je pense pas. Pourquoi est-ce que ça prendra du temps? C'est parce que déjà, il aurait avoué avoir commis des meurtres un peu partout dans le pays et il a dispatché les corps un peu partout. Mais aussi ce qui pose problème en fait, c'est la manière dont les enquêtes ont été menées. Souvenez-vous, on l'a bien vu sur le cas Chepngetich, l'enquête a été limite bâclée. La seule preuve qui aurait pu lier Onyancha au meurtre n'a pas été examinée. La tache de sang sur la porte qui aurait pu soit inculper, soit disculper Onyancha n'a pas été examinée. Aujourd'hui, il affirme avoir vu la lumière et prêché la parole de Dieu à ses co-détenus. My name's Philip Pondara Onyancha. Un changement que beaucoup auraient peut-être du mal à croire, à l'exception de sa famille. Depuis son acquittement, il a été libéré après 10 ans d'emprisonnement, mais il n'est pas encore tiré d'affaire, puisqu'il a encore 2 autres affaires en instance devant les tribunaux. En tout cas, la seule chose dont on est pratiquement sûr, c'est que Onyancha a quelque chose à voir avec ces meurtres parce que il a mené les autorités à travers tout le pays pour découvrir en fait les restes des corps. Donc, il y a forcément un lien. Lequel, ça on sait pas, ça l'avenir nous le dira. Mais si franchement cette première série vous a intéressé, je ferai des updates. Donc voilà guys, j'en ai fini avec cette vidéo. Alors dites-moi quelles sont vos hypothèses. Est-ce que selon vous, Onyancha est coupable ou innocent? Est-ce qu'il a été manipulé? Est-ce que la secte, elle existait ou c'était que le fruit de son imagination? Dites-moi tout ça en commentaire, je suis curieuse de lire vos hypothèses. Quant à moi, je vais en arrêter là avec cette vidéo. J'espère sincèrement que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. On explose la barrière de like, on commente, on partage et on rejoint la familia.
Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur une nouvelle thématique dans notre série Thread Horreur. D'ici là, guys, prenez soin de vous, fermez vos portes et vos volets et surtout ne faites confiance à personne. Je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao!